Alors, on va commencer par 1994, une année où le ministère a décidé de modifier la formation initiale à l'enseignement. En fait, la formation initiale à l'enseignement, elle est universitaire depuis 1969, je crois, ou 68 au Québec. En 1994, donc, il a été décidé que la formation en éducation préscolaire et en enseignement primaire passe de 3 à 4 années universitaires, la même chose en adaptation scolaire, et en même temps, le ministère a confié aux universités la formation des enseignants associés à condition que ça se fasse en collaboration avec le milieu scolaire. Et donc, quelques années plus tard, en 2001, le ministère a publié un référentiel de compétences professionnelles pour la formation à l'enseignement initial et continue aussi, puisque les compétences professionnelles en enseignement, ça touche autant les futurs enseignants que les enseignants en exercice. Et c'était un référentiel de 12 compétences, bon, regroupées en différents thèmes. Donc voilà, un référentiel qui est à peu près le même dans plusieurs autres pays. Et en 2003, je crois, le ministère a décidé d'aller voir comment ça se passait la formation des enseignants associés, vu que le mandat avait été confié en 1994, et s'est rendu compte que dans certains cas, le nouveau référentiel des compétences, celui de 2001, n'était pas pris en considération, et que d'une université à l'autre, il y avait quand même pas mal de disparités. Alors là, la décision a été prise non pas seulement par le ministère, mais aussi par l'ADEREC. L'ADEREC, c'est l'association des doyennes et doyens, directeurs et directrices de facultés et de départements des sciences de l'éducation au Québec. Donc, en collaboration avec l'ADEREC, il a été décidé de confier à un groupe de travail un mandat double, en fait, avec deux objectifs. L'un étant que dans toutes les universités, la formation des enseignants associés tienne compte du référentiel des compétences de 2001, et l'autre étant d'harmoniser, surtout pas d'uniformiser, mais d'harmoniser la formation des enseignants associés dans tous les milieux. L'uniformisation, il n'y en était pas question parce que chaque université conservait évidemment une certaine liberté. Alors, le groupe de travail a été formé. Moi, j'en étais responsable avec une professeure d'université qui est assez bien connue, Colette Gervais. Et aussi, en fait, ça c'était ce qu'on appelait le comité restreint. Nous étions 4. Avec Colette, il y avait aussi 2 autres personnes qui provenaient de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Trois-Rivières respectivement, mais c'était 2 personnes qui étaient responsables des contacts avec le milieu scolaire pour ce qui est de la formation des enseignants associés et les stages. Donc, tous les 4 ont travaillé ensemble et il y avait aussi un comité élargi. Le comité élargi était formé d'un représentant par université. Au Québec, il y a 12 universités qui offrent la formation à l'enseignement, dont 9 francophones, 3 anglophones. Alors, le cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires, les formateurs de stagiaires étant les enseignants associés et les superviseurs universitaires, ce cadre-là, donc son origine, en même temps, c'est celle du groupe de travail. Parce que le groupe de travail avait le mandat que j'ai mentionné et ce groupe-là a décidé de consulter largement. Donc, toutes les universités ont participé. Les personnes faisant partie du comité élargi sont allées respectivement dans leur milieu pour aller chercher des données, parce que c'est une recherche en fait que nous faisions, en passant, financée par le ministère. On a eu un financement. Alors, il y avait un questionnaire qui permettait de connaître la situation actuelle relativement à la formation des enseignants associés et des superviseurs dans chacun des milieux. Et aussi, il y avait des entretiens qu'on a appelés, nous autres, groupes de discussion. Alors, les groupes de discussion, essentiellement, devaient parler, discuter, échanger sur les thèmes suivants.
quels sont les rôles d'un enseignant associé, d'un superviseur? Si on donne une formation, quelles devraient être les orientations de cette formation? Quelles compétences on devrait attendre d'un enseignant associé et d'un superviseur? Quel devrait être le contenu de la formation et quelles devraient être les stratégies de formation? Et là, on a eu une participation assez intéressante. On a plus de 300 personnes qui ont répondu au groupe de discussion là, dans les universités pour le questionnaire. Chaque université remplissait un questionnaire, ça c'est autre chose. Et donc les groupes étaient formés soit des groupes d'enseignants associés, des groupes de superviseurs, des groupes de direction d'établissement, des groupes de membres des tables régionales sur la formation à l'enseignement dans les écoles. Enfin, c'était assez disparate. Puis, toutes les paroles de ces personnes-là ont été enregistrées, transcrites et analysées. Et le comité restreint, formé de 4 personnes, a travaillé très fort, mais on avait des assistants de recherche, faisait des propositions régulièrement. En fait, on se voyait 3 fois par année, faisait des propositions au comité élargi. Et ensemble, on a abouti à ce qu'on appelle le cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires en enseignement. Donc, les 2 formateurs, je répète, étant les enseignants associés et les superviseurs universitaires. Je crois que ça complète pas mal. Oui, donc c'est vraiment issu d'une collecte de données auprès d'un grand nombre de personnes. Avec la consultation large qu'on a faite, une recension des écrits aussi, le comité élargi, donc formé, comme je l'ai mentionné, de représentants universitaires, mais également d'une représentante du ministère de l'Éducation qui a participé à toutes nos rencontres. Alors, on a abouti à un cadre quand même assez, comment dire, pas volumineux, mais consistant. Consistant parce qu'on avait de nombreuses idées, puis je dois dire qu'on a pris en considération toutes les idées qui ont été mentionnées par les différents acteurs de la formation des stagiaires et de la formation des enseignants associés et des superviseurs. On a tenu compte de tout ça. Et bon, alors, ce qui arrive, c'est que dans ce cadre de référence, on a établi des orientations de la formation et puis des compétences visées, des stratégies de formation, des contenus de formation. Mais au départ, on a établi que ce qui chapeautait tout ça, c'était une approche culturelle de la formation des enseignants associés et des superviseurs, qui aussi retombe sur les stagiaires, de même qu'une attitude éthique. Pour nous, c'était quelque chose de fondamental d'appuyer ça sur ces 2 piliers-là. Donc, le cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires au Québec, en plus de s'appuyer sur les 2 éléments que je viens de mentionner, il comporte essentiellement 2 parties. Une partie consacrée à la formation des enseignants associés, l'autre à la formation des superviseurs. Mais les 2 se ressemblent beaucoup, beaucoup. Donc, c'est d'après notre collecte de données, puis après les discussions qu'on a eues au sein du comité élargi, puis du comité restreint, bien sûr. Alors, on a des orientations d'abord. Alors, les orientations de la formation des enseignants associés et celles de la formation des superviseurs sont à toute fin pratique les mêmes. La première orientation, c'est de construire une professionnalité. Donc, la professionnalité de l'enseignant associé et la professionnalité du superviseur. Donc, la formation qu'ils reçoivent devrait les aider à construire cette professionnalité. La deuxième orientation, dans les 2 cas, c'est la même, c'est de participer, bien sûr, à la construction de la professionnalité des stagiaires. Donc, les aider à développer leurs compétences professionnelles en s'appuyant sur le référentiel de 2001. La troisième, dans les 2 cas, c'est la même orientation, c'est la collaboration entre le milieu universitaire et le milieu scolaire, donc entre les superviseurs et les enseignants associés. Ce sont 3 orientations
que la formation des enseignants sociaux et des superviseurs visait. Maintenant, pour ce qui est des compétences attendues, les compétences attendues pour les enseignants sociaux sont au nombre de 6 et celles des superviseurs 9. Bon, pourquoi 9, pourquoi 6? C'est arrivé comme ça, mais quand on a fait des tableaux là, pour montrer l'enchevêtrement dans le fond des deux, c'est qu'en gros, c'est les mêmes thèmes qu'on aborde. Donc, toujours pour former le stagiaire, l'aider à se développer professionnellement. Sauf que pour l'enseignant social, bien sûr, il a les 2 pieds dans la classe, il est sur le terrain, son rôle à ce moment-là et ses compétences sont plus proches de la pratique comme telle. Et puis, pour ce qui est du superviseur, ben, il va faire porter plus attention au lien entre les savoirs théoriques et les savoirs issus de la pratique. Mais pour le reste, c'est pratique réflexive, bien sûr, d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi, pour les deux, de tenir compte du niveau de formation du stagiaire. On ne forme pas un stagiaire de première année de la même façon qu'on en forme un en 4e année. Donc, les deux formateurs sont formés pour répondre à cette attente-là. Il y a aussi des relations avec le stagiaire. Tantôt, j'ai parlé des relations entre enseignants associés et superviseurs, bien sûr. Il y a le fait aussi que le superviseur, il y a une petite responsabilité de plus, donc une compétence de plus, c'est qu'au sein de la triade formée par l'enseignant associé, le superviseur, le stagiaire et lui-même, ben, il est en quelque sorte le leader. Mais leader est un bien grand mot puisque c'est un leader participatif. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'impose, c'est l'élément qui distingue un petit peu les compétences du superviseur des compétences de l'enseignant associé. Ensuite, le contenu. Mais le contenu, c'est des thèmes. Nous autres, on est arrivés, le comité restreint, on a présenté au comité élargi des thèmes de formation. On ne voulait pas y aller avec des éléments très, très précis. Alors, on va l'accueil d'un stagiaire, l'accompagnement d'un stagiaire, l'observation d'un stagiaire, rétroaction, la planification de l'enseignement, l'évaluation des apprentissages du stagiaire, bien sûr, mais on faisait toujours ça en lien avec le fait que l'enseignant associé porte 2 chapeaux. Il est un enseignant d'abord, donc il a lui-même des élèves, et il est un formateur de stagiaires en tant qu'enseignant associé. Donc, et le superviseur, c'est la même chose, il a des stagiaires à former, mais les stagiaires sont dans les écoles. Donc, on travaillait toujours, on a incité à travailler sur les 2 plans. Et donc, ça, c'est en gros les contenus. Évidemment, on a ajouté dans certains cas des stages difficiles, bon, des éléments comme ceux-là. Puis, les stratégies qu'on a suggérées, encore là, on n'a rien mis de très, très formel. Nous, on s'est dit, il va y avoir un esprit de co-formation dans les groupes, parce que les personnes qui vont être formées, ce sont des personnes qui ont déjà possiblement une expérience, puisqu'ils ont déjà formé des stagiaires. Alors, on parle de jeux de rôle, de mise en situation, de discussion. On s'appuie aussi sur leurs expériences en tant que formateurs et on évite à tout prix de donner un enseignement transmissif, mais par ailleurs, on fait lire des textes et on s'appuie sur des connaissances issues de la recherche. Grosso modo, c'est à peu près ce que le cadre de référence comprenait par rapport aux stratégies. Si je continue par rapport au contenu, on a terminé par des recommandations, comme il se doit. Quand on a déposé le rapport, on voulait des recommandations. Alors, on a fait des recommandations au ministère, aux universités, aux centres de services scolaires, qui s'appelaient les commissions scolaires à l'époque. On a fait des recommandations aux directions d'établissements scolaires et aux syndicats. Alors, on voulait sensibiliser tout ce monde-là à la nécessité de la formation des superviseurs, la nécessité de la formation des enseignants associés, que tout le monde marche dans la même direction. Maintenant, est-ce que les recommandations ont été prises en compte? Disons que 8 années plus tard, on a présenté les mêmes recommandations au ministère et aux universités. Le cadre de référence a été déposé par moi à la table ministère de l'Éducation et Université.
Je crois que c'était en janvier ou février 2008. On a fait notre travail très rapidement, on a travaillé fort. Et là, le comité élargi, comité restreint, c'est sûr aussi, se disait, on ne peut pas laisser un tel rapport sur des tablettes. L'expression tabletter un rapport, ça ne nous convenait pas. Alors, on a demandé au ministère la possibilité de nous soutenir financièrement pour continuer à nous rencontrer. Et donc, c'est là qu'est né un comité qu'on a appelé Comité interuniversitaire pour l'actualisation du cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires. Et ça s'appelle le CIACRE, on l'appelle CIACRE. Et donc, le ministère de l'Éducation nous a soutenus pendant de nombreuses années. Maintenant aussi, j'imagine que ça se poursuit parce que ce comité-là est né en 2008. Puis la représentante du ministère de l'Éducation a participé à nos réunions les 3 premières années, disons. Après ça, on s'est débrouillé. Mais le CIACRE a obtenu d'autres subventions du ministère de l'Éducation pour travailler sur la formation des enseignants associés. On a eu des bons montants d'argent qui nous ont permis de produire des outils pour la formation des enseignants associés auxquels ont accès les enseignants associés et les superviseurs de stage au Québec. Alors, ça, c'est une suite immédiate, le comité interuniversitaire d'actualisation. Maintenant, à long terme, qu'est-ce que c'est la suite? Je pense qu'on l'avait en tête dès 2008, mais on y pense encore. C'est la valorisation de cette formation-là. Pour nous, on continue de trouver que c'est primordial. Et pour nous, ça prend des complices. Et les complices sont, entre autres, bien sûr, le ministère et les universitaires, mais c'est aussi les directions d'établissements scolaires, parce que les enseignants se trouvent dans les écoles où les stagiaires sont formés. Alors, les directions d'établissement, on leur a demandé de valoriser, de favoriser l'accès à la formation. Puis on a fait les mêmes demandes aux syndicats. Et donc ça se poursuit, mais donc pour que la formation des enseignants associés soit de plus en plus répandue au Québec. Et puis c'est un sujet aussi qui a des suites dans la recherche. Depuis 2015, il y a un groupe qui a été formé par Gloria Pellerin, qui est professeure à l'UQAT, auquel je participe, un groupe de recherche. Donc, nous travaillons ensemble sur la formation des enseignants associés partout au Québec. Et donc, on a fait plusieurs communications, on a des publications à ce sujet-là. Et puis, on poursuit encore notre travail actuellement et on se centre plus particulièrement sur la collaboration. Donc, la collaboration entre les deux formateurs de stagiaires et la collaboration au sein de la triade. Et là, on a élargi géographiquement notre travail puisque maintenant, nous travaillons avec des formateurs belges, Christophe Bacot et Marie Boquillon.